Bienvenue dans la colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, la colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra : vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler industrie pharmaceutique. Mais avant ça, je dois en introduction remercier mon épouse adorée qui m'a dit un jour est-ce que ce serait pas intéressant de faire une conversation, une interview avec la DG du groupe Boiron, parce qu'il se trouve que mes deux filles ont été élevées au granule d'homéopathie. Donc Virginie, je t'aime. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Valérie Laurence Poinceau, DG du groupe Boiron. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, effectivement, on va parler un petit peu homéopathie, mais ce qui est intéressant, c'est tout le chemin, Valérie, que vous avez pu faire avant Boiron, puis après au sein du groupe Boiron, parce qu'il y a tout un chemin là aussi. Donc, ce parcours-là me semble hyper intéressant à regarder. Derrière, comment est-ce qu'on gère un groupe comme Boiron ? Parce que c'est une entreprise qui date de... Alors, les premières traces que j'ai trouvées, c'est les frères Boiron en 1932, 68 boulevard Malesherbes, donc à Paris pour l'entreprise la plus lyonnaise que je connaisse, ce qui est quand même un peu bizarre, vous en conviendrez. Mais voilà, une entreprise familiale, c'est alors j'ai regardé sur le site, c'est plus de 300 millions de patients dans le monde que vous servez finalement. Avec des présences dans plus de 50 pays, vous dirigez, encadrez plus de 3600 collaborateurs. Alors, à voir, on en reparlera là aussi, parce que tout ça a fluctué. Donc voilà, je suis hyper curieux de comprendre le chemin qui vous a amené là et aujourd'hui comment vous gérez ça et puis comment vous gérez face à la crise qui a été le déremboursement et puis aussi la pandémie, parce que voilà, elle est là. En tout cas, elle est en train de se finir, on espère, mais voilà. Après cette longue introduction qui n'a que peu d'intérêt, mais quand même ça resitue le débat, Valérie, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire qui vous êtes ? Merci pour cette introduction. Qui je suis ? Écoutez, je suis une femme déjà, ouais, ça part bien. qui est mariée, qui a 3 enfants que j'adore également. Il y en a 2 qui sont grands, 25 ans, 22 ans, qui sont kinés. Vous allez voir, c'est intéressant dans mon parcours. Et un petit dernier qui a bientôt 15 ans. Voilà, donc c'est important pour moi. J'ai le même à la maison, j'en ai un de 15 ans aussi. Voilà. Ouais, c'est pas facile tous les jours, hein. Ah ouais, oui, mais en même temps c'est aussi une super aventure. C'est vrai. Et ça aide beaucoup d'avoir les enfants, parce que si grâce à eux qu'on progresse et que on peut être amené à faire et à se dépasser aussi. Donc ça c'est important pour moi de parler des enfants, parce que c'est aussi tout un équilibre de vie. Je suis quelqu'un qui est une passionnée de pas mal de choses, donc je me passionne en fait. Je me passionne pour la vie. Il y a
hier soir, mes enfants me disaient, si tu quittais Boiron, il dit à mon mari, tu ferais quoi? On a dit tous les deux, CEO of our life, parce qu'on pense que c'est le plus important, de bien manager aussi sa vie. Et voilà, donc je me suis passionnée pour la communication toute petite, par la pub. J'adore j'adorais les publicités, j'adore toujours regarder les publicités. Je collectionnais toutes les publicités de parfums parce que je suis aussi humblement un nez. Donc j'ai adoré faire des parfums moi-même. Donc je collectionnais toutes les petites bouteilles de parfum. Ce qui explique les débuts chez Publicis alors. Publicis, voilà. Donc j'ai démarré chez Publicis. Je me suis aussi passionnée pour le vin, ce qui est aussi un lien avec les odeurs. Donc j'ai fait aussi des cours d'œnologie, voilà, et avec beaucoup de passion. Et ce qui fait que quand je suis arrivée entre guillemets par hasard chez Boiron, en fait, au bout de quelques mois, je me suis passionnée j'ai été passionnée par l'entreprise et surtout passionnée par ses produits parce que j'ai découvert, comme vous l'avez dit, vos enfants étaient traités grâce aux granules. C'était mon cas. Pour des gros problèmes de santé quand j'étais petite et ensuite ça a été vite le cas pour mes enfants qui s'avèrent être allergiques à certains médicaments comme l'ibuprofène, l'aspirine, et c'est vrai que quand c'est le cas, quand ils ont de la fièvre que vous retrouvez à l'hôpital, c'est vraiment pénible. 2 fois à l'hôpital pour des problèmes d'allergie à ces médicaments. Je suis bien contente aujourd'hui de connaître Aconite, Belladonna quand ils ont de la fièvre. Ça évite effectivement bien des problèmes. Voilà, on peut revenir 2 secondes sur les noms. Qui choisit les noms des produits? Parce que c'est quand même, il y a des trucs improbables quand même. Alors c'est très simple, les noms des granules comme Arnica montana par exemple, c'est le nom de la plante. Et pourquoi ce nom de plante? Parce que à l'origine, donc le docteur Hahnemann qui a conçu, qui a découvert cette homéopathie, donc un médecin qui était très scientifique, il a fait des essais sur les plantes en disant les plantes elles fonctionnent quand elles sont en pondérale, donc avec des doses importantes, comme l'Arnica montana, vous pouvez l'utiliser en teinture mère, donc là c'est la 100% de la plante, on va dire, et il s'est dit, il y a des plantes qui ont donc c'est le nom de la plante, Arnica montana, que vous trouvez dans les Bauges, que vous trouvez quand vous allez randonner, voyez cette fleur jaune, et il s'est dit, il y a des plantes, par exemple, si on prend Belladonna, ou on prend d'autres plantes, Aconite, ou si on prend Nux vomica, la noix vomique, en fait, il y a des effets secondaires. Donc les effets secondaires, comment faire pour baisser les effets secondaires? Il s'est dit, si je baisse la quantité, peut-être que je vais baisser les effets secondaires. Et il s'est rendu compte qu'en baissant la quantité, il baissait les effets secondaires. Et puis il a continué. Et puis au bout d'un moment, il a plus d'effets. Alors oui, il avait plus d'effets secondaires, mais il avait plus d'effet. Et la magie de cet homme, c'est vraiment l'intelligence de cet homme, ça a été de pas en rester là et de continuer. Il a dit, je vais continuer à baisser les doses. Et je vais baisser les doses, mais je vais diluer, mais dynamiser. Et donc, il tapait pour dynamiser le produit. Et en fait, il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, il avait à nouveau un effet. Et il n'avait pas d'effet secondaire. Et c'est un effet qui a été décrit d'un point de vue scientifique qui s'appelle l'effet d'Anschulz et qui montre une sinusoïde. Si vous voulez, il y a un effet, il n'y a plus d'effet. Il y a un effet, il n'y a plus d'effet. D'accord. Et l'avantage qu'il a trouvé à cela, il y en avait 2. Le premier, c'est qu'il n'y avait plus d'effet secondaire. Donc, si on prend Arnica montana, il n'y a pas d'effet secondaire vraiment sur l'Arnica, mais ça pourrait être une autre plante qui a un effet secondaire, c'est qu'il n'y a plus d'effet secondaire, mais il y a toujours une action qui va dans le même sens. Et l'autre atout, c'est qu'il a découvert, grâce à cet effet-là, qu'il y avait une inversion d'action. Si vous voulez, ce que la plante ou le venin, par exemple, parce qu'on utilise des venins, par exemple, si vous prenez la piqûre d'insecte, la piqûre de l'abeille, qui va vous provoquer rougeur, douleur, donc inflammation, chaleur, quand vous le donnez en dilution, ça va enlever la chaleur, la rougeur, la dilution. Donc il y a une inversion d'action. Donc il a découvert tout ça. Et voilà, et c'est comme ça qu'est arrivée l'homéopathie. Donc c'est assez intéressant justement de s'intéresser à l'histoire et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et ceci explique donc que je me suis baladé pendant 20 ans avec des granules d'arnica au cas où. Force est de constater que ça marche. Donc
Mais alors, vous arrivez chef de produit chez Boiron, ok, j'ai bien compris. Et en fait, vous faites vôtre l'entreprise et l'idée même de ces produits. Mais après, justement, ce chemin, comment vous décririez ce chemin chez Boiron? Qui est une boîte familiale, hein, je sais plus combien, mais ça doit être, c'est plus de 60%. 70%. Ouais, 70% qui appartient encore 70. À la famille. Tout à fait. Alors, c'est surtout un chemin de vie et un chemin de cœur. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, j'aime les gens avec lesquels je travaille, j'aime les produits, j'aime le projet de l'entreprise, j'apprécie la famille. Donc, si j'aimais pas, si je m'étais pas passionnée pour ça, je serais pas restée. Ouais. Et en fait, dès le départ, au bout de 3 mois, je me suis posé la question. Est-ce que je reste dans cette entreprise ou pas? Parce que voilà, je venais d'un monde aussi, d'un autre monde, donc du monde de la publicité, vous l'avez dit, mais aussi j'ai travaillé dans 2 autres laboratoires, laboratoire Fournier, laboratoire Urgo. Oui. Donc Urgo est plus connu, hein, avec la Gélulumex à l'époque ou avec les pansements Urgo. Et donc je connaissais un autre monde d'entreprise, et j'arrivais dans cette entreprise qui, somme toute, était assez différente, l'entreprise Boiron. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, mais est-ce que je reste ou pas? Parce que le projet de Monsieur Boiron, il est orienté vers les médecins. Donc moi, je venais d'un monde très médical, mais en même temps, je trouve qu'on s'occupe pas assez des médecins, parce que l'homéopathie, c'est super pour les femmes enceintes, c'est super pour les enfants, mais si les pédiatres, si les gynécos ne connaissent pas l'homéopathie, c'est dommage. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai l'impression que cette entreprise, elle est montée à l'envers. Elle a un projet médical, mais elle a des moyens mis au niveau des pharmaciens. Enfin bref. Et donc, je suis allée voir Monsieur Boiron et je lui ai dit. Oui. Oui, au bout de 3 mois, je lui ai dit. D'ailleurs, je l'ai écrit, si vous pouvez regarder. Mais ça veut dire qu'il était accessible. Oui, il était accessible. Alors, pas très facilement, mais bon, moi, je suis quelqu'un de. Enfin, j'ai pas d'état d'âme à aller voir le président de la République, le président d'une entreprise ou le pape. Et donc, j'ai dit, je vais aller le voir et je vais voir en fonction du rendez-vous ce que je fais. Est-ce que je reste ou est-ce que je fais autre chose? Parce que faut que je puisse prendre plaisir à être dans cette entreprise, et surtout, faut que je puisse être utile. Et donc, je suis allée le voir, et c'était intéressant parce que mon chef avait très peur que j'aille lui dire des choses, parce qu'on n'arrivait pas à avoir. Il avait déjà vu un peu mon caractère au bout de 3 mois. Et donc, il m'avait fait plein de post-it. Il m'avait dit, alors ça, tu as le droit de dire, ça, t'as pas le droit de dire. Moi, j'avais dit les post-it, je ferais bien ce que j'ai envie. Et donc, finalement, il m'avait prédit que ça allait durer 3 minutes et demie. Finalement, ça a duré 1 heure. Et en fait, la conclusion, pour aller direct au but, c'était de dire, à l'époque, alors, Monsieur Boiron, il a toujours appelé ma petite ou ma grande. Alors, ma petite quand c'était positif, ma grande quand c'était négatif. Et donc, j'ai appris, après 20 ans, j'ai appris à le connaître. À décrypter le truc, oui. Voilà. Et donc, il m'a dit, ma petite, faut vraiment que vous restiez, parce que force est de constater, après 1 heure d'entretien avec vous, que vous connaissez extrêmement bien le milieu médical et le monde médical, et ce que je connais pas, parce que moi, j'ai pas connu d'autres entreprises que Boiron. Mais force est de constater aussi que vous connaissez pas mon entreprise et que vous connaissez pas encore tout de l'homéopathie. Donc, il me dit, si vous restez, je pense qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Parce que, voilà, c'est la rencontre de 2 connaissances et 2 ignorances. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai, c'est bien, il me plaît, hein, ce monsieur-là, donc je reste. Et ce qui s'est passé, quelque chose d'incroyable, c'est lui qui était assez loin des affaires. Donc, on était en janvier, et le séminaire de la visite médicale qui avait lieu en mai, d'un seul coup, on a vu arriver Monsieur Boiron. Et il est venu voir les visiteurs médicaux, chose qu'il avait jamais faite. Et à partir de là, il y a eu toute une aventure, il y a eu une conjonction de facteurs. Il avait entendu ce que vous il avait lui avez entendu. Dit. Oui. Et donc il est venu. Et du coup, et là, il y a eu ensuite, pour expliquer mon parcours, il y a eu des départs dans l'entreprise qui n'étaient pas prévus. Il y a eu son bras droit médical qui est décédé brutalement. Il y a eu le directeur de la visite médicale qui est parti rejoindre sa femme en Bretagne. Et puis, il y a eu un DG qui est parti à la retraite. Alors ça, c'était prévu, mais assez vite à la retraite. Donc, ce qui fait qu'il s'est retrouvé un peu tout seul à devoir diriger, tout seul. Il y avait
avait quand même du monde, mais je veux dire en first line, il était un peu plus seul, et donc forcément, il a pensé que moi je pouvais, avec une de mes collègues, qu'on pouvait l'aider. Voilà, et donc c'est comme ça que très vite il m'a nommée directrice du développement médical. Alors c'est vrai que j'étais adaptée à ce qu'il me demandait parce que je connaissais bien le milieu, et ensuite il y a eu que des évolutions de l'entreprise. On a fusionné avec une grosse entreprise qui fait qu'il a appelé son frère à la rescousse, Thierry Boiron, qui est revenu des États-Unis. Il est parti ensuite en Italie gérer la filiale, et il a dit j'aimerais que Valérie rejoigne le comité de direction et la direction générale. Donc ils m'ont nommée directrice générale adjointe pour que je travaille avec son frère Thierry Boiron. Donc c'était une autre aventure. Et puis en 2011, il a décidé de revenir aux commandes, et c'est là qu'il m'a nommée directrice générale déléguée. Voilà, et toujours pour objectif de l'aider à développer le projet de l'entreprise, qui est vraiment que chaque personne dans le monde puisse profiter de l'homéopathie, parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui connaissent pas encore l'homéopathie. Voilà, donc moi c'était bien aligné avec mon projet et ma passion pour ce médicament. Je comprends complètement. Souvent, et c'est quand il y a des progressions comme ça, il y a des périodes de syndrome de l'imposteur, parce qu'on se dit est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que je vais être capable. C'est des choses que vous avez vécues. On parle toujours des 100 premiers jours, hein, voilà. Comment on vit ça, parce que prendre la direction du développement médical, c'est un truc, ensuite directeur général adjointe, délégué. À chaque fois, c'est des gros steps, hein. Alors, comment on vit ça en amont et après en aval? Alors moi, c'est très simple. Si on va dire sur 10 étapes, je vais avoir une étape de stress. Ouais. Après, je vais avoir 8 étapes de travail, de préparation de mes 100 jours. En fait, je suis extrêmement organisée, structurée. D'accord. Et ce qui fait que je reste que 2 minutes sur le stress, c'est qu'après, je suis dans l'action. Ouais. Et en fait, quand j'ai passé ces étapes, j'ai fait ce schéma-là, qui est décrit aussi dans le livre Wonder Woman, dites-oui à vos pouvoirs. C'est le schéma tête, cœur, corps. C'est pourquoi je dis oui à ce poste, déjà, parce que c'est moi qui décide de dire oui, on me propose, mais est-ce que je dis oui? Donc, si je dis oui, c'est parce que je sais pourquoi. Donc ça, c'est ma tête. Et donc, pourquoi je veux le faire? Parce que ça résonne en moi, parce que je trouve que c'est important de le faire, etc. Et après, je passe très vite au comment je vais le faire, comment je vais m'organiser, comment justement tous mes doutes, tous mes interrogations, je vais les lever. Et donc j'ai un process que j'ai vraiment maintenant qui est rodé et que je donne à mes collaborateurs ou à mes amis, c'est vraiment de bien organiser les 100 jours, c'est-à-dire auprès des collaborateurs, dis pourquoi j'ai accepté ce poste-là, pourquoi j'ai accepté ce challenge, qui je suis pour le faire. Ensuite, comment ça va se passer? Par des entretiens. Je vais mener des entretiens avec un tel, avec tel questionnaire. Et j'ai toujours bien travaillé mes questionnaires. Ensuite, un gros travail de dépouillement des questionnaires. Qu'est-ce que ça me fait? Et là, je vais sous mon Tipeee. Comment ça résonne en moi? Et ensuite, plan d'action. Par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai en moi, par rapport à mon environnement et par rapport à ce qu'on veut faire, qu'est-ce que je propose comme plan? Okay. Alors, et quand je dis un plan, ça va être les attitudes, les comportements, les actions. Et ensuite, je passe au quoi. Donc, dans le schéma tête, cœur, corps. Donc, tête, pourquoi on le fait? Cœur, comment on va le faire? Donc moi, voilà, avec tous ces rencontres avec les collaborateurs ou avec les gens de l'extérieur. Et ensuite, le quoi? Quel va être le plan? Quel est le plan que je propose? Et ensuite, je passe du temps à l'exécution du plan. Donc je vous disais 1 minute sur le stress, 8 minutes sur tout le travail, et ensuite exécution. L'exécution, c'est hyper important. Okay. Et c'est vrai que je rencontre encore dans mon quotidien des amis qui me disent c'est marrant, tu dis ce que tu fais, mais tu fais ce que tu dis. Et il y a peu de gens comme toi. Et je dis oui, mais moi ça me paraît normal. Et donc après, pour moi, l'exécution de mon plan est hyper important, et l'ajustement du plan. Voilà un peu mon schéma, ma recette. Pour les aficionados de la colle, ils savent que je suis absolument fan de Simon Sinek. Oui.
Simon Sinek, oui. Et donc, tout ce qui vient d'être évoqué, voilà, ça résonne sur le why, how, what. C'est exactement, on est en plein dedans. Mais justement, alors, en 2019, tadam, Valérie, vous devenez la directrice générale. Ça y est, on vous file les clés complètement, intégralement, dans un monde pas forcément évident. Comment vous le vivez? C'est quoi c'est quoi la réflexion que vous avez à ce moment-là? En fait, c'était, ça faisait 5 ans que Monsieur Boiron me préparait quelque part et me disait, ou disait dans la presse, et je me souviens, il m'appelait son papa Billet et il disait, ça va être Valérie qui va prendre la suite. Alors que bon, il était un membre du conseil d'administration, donc c'est pas lui qui décidait, hein, c'est tout le conseil d'administration, mais quand même Monsieur Boiron avait du poids, j'allais dire plutôt de l'influence que vous avez adoubé. Vraiment, m'avait adoubé. Et en fait, en 2018, donc juste avant, en juillet 2018, c'était plutôt l'inverse. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il parte maintenant. Je me suis dit, il est encore jeune, il a encore des choses, il avait envie de faire plein de choses dans l'entreprise. Et donc, je me suis dit, il va encore rester 2-3 ans. Puis moi, j'avais aucune urgence parce que je sais très bien que d'être numéro 2, ça avait rien à voir avec être numéro 1. Oui. Il y a une différence. Mais en même temps, mais je m'attendais absolument pas. Et en août, je me souviens, j'étais, pour vous dire, j'étais avec mon fils, mon fils aîné, en vacances chez des amis, et ça m'arrive vraiment rarement, mais on était allé en boîte de nuit, on était rentré à 4h du matin, et là, voilà, donc c'est vrai que le truc qui m'arrive vraiment, mais jamais, quoi. Ouais. Et donc, et on se couche, et moi qui suis une lève-tôt, forcément, j'ai pas trop dormi. Et à 8h, j'ouvre mon téléphone et là, j'avais un SMS. Bon, j'ai décidé de prendre ma retraite. C'est toi qui vas me remplacer. Appelle-moi. Je dis, mais c'est pas vrai, on est en pleines vacances, au mois d'août, j'arrive à prendre un peu des congés, et en plus, j'ai rien dormi de la nuit, et il faut qu'il me dise ça là. Donc, je suis sortie tout doucement de l'appartement, et je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est une blague, quoi. Et en fait, non, c'était pas une blague, et il a dit, non, mais je décide de passer à autre chose. Faut sortir en boîte plus souvent, etc. Valérie, hein, ça... Oui, non, mais là, j'hésite là maintenant à sortir en boîte. Et donc, voilà, et donc, je dis, écoute, là, je suis encore en vacances, respire, parce que j'ai un de mes petits mots comme ça, de mes adages, qui est respirer, réfléchir et agir. Ouais. Je lui dis, écoute, je suis en vacances là, on va respirer 5 minutes, on en reparle à mon retour. Et en fait, c'était incroyable parce que ça m'a laissé sans voix, et pour vous dire, j'ai été 15 jours à faune, mais je pouvais pas parler. Oh. J'étais sans voix, ça m'a fait un choc. Et donc j'ai beaucoup d'amis médecins et qui étaient avec moi en vacances, et ils m'ont dit, bon allez, là tes granules, ça a 5 minutes, mais on va te donner, est-ce que j'ai pris des granules forcément tout de suite, arôme triphyllum composé, tout ça, parce que j'ai plus de voix. Et ils m'ont donné alors la totale, hein, ils m'ont donné des corticoïdes et tout, mais ça n'a pas marché. Je suis restée sans voix malgré les corticoïdes. Alors après, et malgré les granules, on peut le dire. Et malgré les granules, voilà. Mais je pense que les granules ont mieux marché après que les médicaments, parce que en fait c'était lié au stress. Ouais. Et en fait ensuite je me suis déstressée, et fallait plutôt prendre des médicaments anti-stress que des médicaments pour la voix, c'était pas un problème mécanique ou viral, c'était un problème de choc en fait. Voilà, et donc passer ce choc qui a été quand même assez violent, parce que 15 jours sans voix, je pouvais plus parler. C'est incroyable. Voilà, c'était parce que ça me laissait sans voix. Je m'attendais pas, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. En plus de ça, on commençait à avoir des attaques avec Madame Buzyn. Oui. Je me suis dit, mais ça va être terrible. Et puis après, passé ces 15 jours, quand le conseil m'a finalement dit, OK, c'est toi, et ben là, je suis passée à ma phase, plan d'action. Ouais. 100 jours. En mode et mes 100 guerrière. jours, c'est en mode guerrière et en mode organisé. Et donc, j'ai fait ces 100 jours puisqu'il m'a dit, tu me remplaceras en janvier. Mais je me suis dit, mais oui, en janvier, il faut que je sois prête.
parce que je vais pas faire les 100 jours du 1er janvier au 30 mars. Il faut que les 100 jours, j'anticipe. Donc, j'ai anticipé mon arrivée, ce qui fait qu'en janvier, quand je suis arrivée, les salariés m'en parlent encore. J'ai réquisitionné je l'ai en anglais, j'arrive pas le warehouse, l'entrepôt de Boiron, et qui était encore vide. On avait créé un entrepôt qui était vide, qui fait 18 000 mètres carrés. Et là, j'ai fait une grande messe avec tous les salariés que j'ai réunis debout dans l'entrepôt. Et c'était aussi filmé pour toutes nos filiales. Ouais. Et là, debout devant tout le monde, je leur ai dit pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'allais faire et comment on allait s'organiser tous ensemble. Voilà. Et ça a duré 40 minutes, pas plus. Et voilà, et j'ai emmené tout le monde, top départ, le 21 janvier 2019. Et hier, pour vous dire, il y a un salarié qui quitte l'entreprise, qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah non, mais je me souviendrai toute ma vie de ce moment où tu es montée sur scène et où, toute seule là, et t'as dit là, enfin, il se souvenait de tout ce que j'avais dit. Enfin, vous remarquez, je m'en souviens aussi. Et où je leur ai dit, bah voilà, comment ça allait se passer maintenant pour l'entreprise et ma vision pour l'entreprise et le plan d'action avec les axes clés, etc. Voilà, et c'est comme ça que j'ai démarré en fait la prise de poste. Et puis après, bah, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu effectivement 3 années très compliquées et c'est pas fini. Hein. Ouais, je sais pas si c'était le bon job à prendre parce que franchement, effectivement, c'est un peu compliqué. Juste avant ça, est-ce que à un moment ou à un autre, le fait d'être une femme a été un désavantage? Ah ben, ça n'a pas été facile. Oui. Alors déjà, dans ma carrière, ça n'a pas été facile parce que j'étais entourée au conseil, au comité, au COMEX, que d'hommes. J'étais la première femme au conseil, au COMEX. Donc ça, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. Non, mais il a fallu faire sa place, quoi. Facile. Ouais. Il a fallu faire sa place. Parce que on est pro, parce que on a de la conviction et pas parce qu'on est une femme. Voilà. Ouais. Donc voilà, et avec tout ce que ça représente. Donc ça c'était compliqué, mais en fait j'ai été bien accompagnée sur le plan émotionnel. J'ai toujours travaillé sur moi, sur le plan psychologique, pour justement passer ces étapes. Remise en question sur pourquoi j'étais là, pourquoi toi, parce qu'en fait je le sais pourquoi, parce que j'ai envie d'aider cette entreprise, parce que j'ai envie d'aider l'homéopathie. Donc après, si les autres ont un problème, bah qui règlent leurs problèmes. Voilà. Et moi, voilà, c'est toujours ça, c'est revenir au pourquoi on est là, parce que c'est vrai que des attaques, j'en ai eu en interne, j'en ai encore. Puis la position veut ça, hein, au-delà de la problématique de genre, vous êtes la voix de Boiron, c'est vous la tête, donc voilà, hein, si ça doit tomber, c'est sur vous que ça tombe. Hein. Oui, et ça me pose pas de problème. Moi, je me dis, chaque marmite a son couvercle, chaque époque a son DG. Si Monsieur Boiron, en qui j'ai fait confiance, parce qu'il a quand même géré pendant 50 ans l'entreprise et on voit qu'il a très bien géré l'entreprise. Ouais. Si lui me fait confiance, alors j'ai pas de doute. J'y vais. Et si, à un autre moment, je sens moi-même que je suis plus la bonne personne pour gérer l'entreprise, parce qu'il faut qu'elle passe à autre chose et que c'est pas mon profil qu'il faut, ou que le conseil décide que c'est plus mon profil, ça me pose pas de problème. Ou encore une fois, chaque époque a son DG. Je pense que j'étais le DG. Monsieur Boiron était le DG adapté aux situations qu'il a connues pendant 50 ans. Monsieur Thierry Boiron aussi. Voilà, une époque. Et moi, pour l'instant, sans doute, je suis adaptée parce que je suis très résiliente. J'ai pas peur. Voilà. Et je suis sortie de mes zones de confort, mais sans trop de difficultés pendant ces 3 dernières années. Si demain il faut un autre DG, mais il faudra un autre DG. Et très bien pour l'entreprise et très bien pour les salariés et très bien pour les granules. Voilà. Toujours est-il, Valérie, que vous avez tenu en vrai capitaine d'industrie, vous avez tenu la barre du bateau dans la tempête. Et la première, alors c'est un peu même concomitant quasiment entre pandémie et déremboursement.
Ah, tout à fait. On a eu 3 crises. On a eu donc la crise du dénigrement et du déremboursement. Ouais. On a eu ensuite une crise sociale, parce que vous avez peut-être vu, mais la colère qu'ont eu les personnes qui se soignent en homéopathie, elle était énorme. On a eu 1 million, enfin toute l'homéopathie a eu 1 million, pas que c'est pas Boiron, c'était une signature de tous les homéopathisants, on va dire 1 300 000 signataires contre ce dénigrement et ce déremboursement de l'homéopathie. Donc la colère, elle était importante et elle l'est encore. Tous les jours encore, j'ai des patients qui m'écrivent pour me dire leur colère vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du déremboursement, vis-à-vis de Madame Buzyn, etc. J'en passais des meilleurs. Et ensuite, la colère, forcément, elle est venue en interne. Donc crise sociale, parce que je pouvais pas rester avec des gens qui allaient se tourner les pouces. J'étais sûre que l'activité allait baisser drastiquement, comme dans toutes les entreprises qui ont des déremboursements majeurs. Et donc j'ai dû faire un plan social. Et donc là, la colère, elle s'est retournée finalement en interne. C'était très dur. Et ensuite, on a eu la pandémie. En même temps d'ailleurs, on a eu la pandémie. Donc c'est vrai que l'entreprise a été très malmenée parce que on a eu tout ça. Donc en plus de la pandémie, on avait en même temps le PSE et le déremboursement. Mais bon, c'est ainsi. Je pense qu'il faut pas passer beaucoup de temps à se plaindre et à dire oh là là, on a ça. Oui bon ok, ça 1 minute et demie. Mais après qu'est-ce qu'on fait? Ouais, et puis, enfin, force est de constater, si on regarde un petit peu, je me suis amusé à regarder un petit peu les chiffres. Ok, c'est la tempête, mais c'est pas la catastrophe, ça tient. Ah oui, mais pourquoi ça tient? C'est la question. Pourquoi ça tient? Mais parce que, en fait, premièrement, j'ai eu du nez en janvier le 21 janvier 2019, quand j'ai dit aux salariés, il va falloir faire quoi? Donc j'ai fait comme nord, sud, est, ouest. Il faut il faut innover. Ok. Il faut digitaliser l'entreprise. Il faut être orienté client et il faut qu'on mette l'énergie au bon endroit. En gros, je résume. J'étais loin de m'imaginer qu'on allait faire, 100 fois mieux et 100 fois plus vite que ce que j'avais imaginé. Parce qu'en fait, les crises sont des accélérateurs. Ouais. Et comme en fait j'avais déjà en tête qu'il fallait qu'on innove, qu'il fallait qu'on digitalise, qu'il fallait qu'on fasse des économies et qu'on remette l'énergie au bon endroit, etc., en fait la crise n'a fait qu'accélérer mon plan. Ouais. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un énorme plan d'économie, 90 millions d'économies. Sinon, vous imaginez, on a perdu 160 millions d'euros. On faisait 80 millions de résultats opérationnels. Ouais, c'est ça. Donc, on serait à moins 80, enfin, à peu près. Enfin, on aurait coulé la boîte. Donc, énorme plan d'économie. Ouais. Donc là, toujours mauvaise chance, bonne chance. Oui. Enfin, voilà. Mais la contrainte devient une opportunité. La contrainte devient une opportunité, tout à fait. Donc, on a fait des économies. Deuxièmement, on a réorganisé l'entreprise, ce qui a contribué aussi à faire des économies. Et on a innové. Mais au lieu d'innover, on va dire à 50 à l'heure, on a innové à 250 à l'heure. Et dernier point, on n'a pas innové qu'en homéopathie. Ouais, on n'a pas innové que dans les domaines, on va dire, les compléments alimentaires, etc. On a fait accélérer aussi les choses. On a innové aussi en faisant des tests. Et en se disant, d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont dit « Ah, mais c'est marrant parce que toi, tu as pensé à faire ça, des tests. Nous, on n'y a pas pensé. » Des tests Covid. Nous, on a une bonne partie de notre chiffre d'affaires d'innovation. On a la moitié à peu près de notre chiffre d'affaires lié aux innovations. On a fait 50 millions liés à des innovations l'année dernière. Donc, si vous voulez, c'est énorme. 50 millions, c'est énorme. 90 millions d'économies, 50 millions d'innovations, dont la moitié en test. Donc, on est allé au-delà de ce que j'avais imaginé en termes d'innovation. Parce que, juste pour que nos auditeurs comprennent, Boiron aujourd'hui c'est entre 500 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire c'est à peu près ça, non, Valérie? Voilà, on faisait 620 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Là, on est tombé à 450. Vous imaginez que derrière, la revanche du serpent à plumes, c'est 50 millions d'innovation. Alors, du coup, forcément, c'était de dire, on fait des économies, mais aussi on fait des innovations, parce que, de toute façon, il y a que nous qui pouvions nous aider. Puisque de toute façon, nous, on n'a pas eu d'aide du tout, ni de temps, ni d'aide. Donc, on s'est aidé tout seul et on a eu des idées.
Et j'ai eu des idées, parce que clairement les tests, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu le 17 mars, le 11 mars, on a fait l'annonce du PSE, le 11 mars 2020. Oui. Imaginez, 11 mars 2020, l'annonce du PSE. 17 mars, confinement. Donc, mais avec mon adage. Et là, j'ai dit, mauvaise chance, bonne chance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors, on va innover en homéopathie parce que pour le coup, je suis un peu, j'allais dire, critique sur Monsieur Macron, Madame Buzyn, mais il faut saluer quand même notre agence du médicament. Parce que notre agence du médicament nous a vraiment soutenus, par contre, parce qu'ils savent qu'on a des bons médicaments qui sont évalués depuis l'origine et on a obtenu beaucoup d'autorisations de mise sur marché de nouveaux produits. Voilà, ils ont bien fait leur boulot. Vraiment, je coup de chapeau. Hein. Bon, ils appartiennent au ministère de la Santé, mais ils font bien leur job. Et ils nous ont évalué nos médicaments dans les temps, etc. On a pu innover en homéopathie, mais aussi on a innové en hors homéopathie. Et quand j'ai vu qu'on avait Covid, j'ai dit mais comment on peut aider? En un week-end, on a dit on va faire de la solution hydroalcoolique. Et ça, c'était mon idée. Un week-end, j'ai appelé le pharmacien responsable, j'ai dit on va faire la solution hydroalcoolique. Il me dit oh là là. Et le mardi, il me dit oh là là, t'as bien fait de me dire ça parce que les établissements, enfin le ministère m'appelle en me disant de faire de la solution hydroalcoolique pour les établissements français du sang. Il dit bah dis donc t'as eu du nez. Alors je vous ai dit au début d'interview, je suis née. Effectivement, j'ai eu du nez. Et donc j'ai dit il faut faire ça. Et après j'ai dit allez, je vais appeler les entreprises qui font des tests et je vais leur demander s'ils ont besoin d'aide. Et j'ai appelé les deux patrons. Les deux patrons français. Et j'aurais dit, écoutez, je vous appelle parce que si vous avez besoin d'aide, je suis là. J'ai des locaux, j'ai une force commerciale, voilà. Si vous avez besoin... Il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Alors, il y en a un qui m'a dit, oh bah dites donc, c'est sympa parce que moi, j'ai besoin d'un local et il s'avère que vous avez un établissement dans la même rue. J'ai dit, voyez, il n'y a pas de hasard. Alors, il est allé le visiter, puis finalement, bon, ça n'a pas fait. Et l'autre, il m'a dit, je vais réfléchir. Et puis 2 mois plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, en fait, vous êtes sympa de m'avoir proposé ça parce que oui, moi, je sais pas, je suis une start-up, on est 22. Il y a des demandes énormes. Je sais pas vendre aux pharmaciens. J'ai besoin d'assembler les tests très vite. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, j'ai dit, ok. Donc, on a dit, on va assembler les tests chez nous. Et on a mobilisé les personnes chez nous, dans l'entreprise, on a fait appel aux volontaires et on a dit, on va vous aider à vendre en pharmacie, on va vous distribuer. Et en 2 coups de cuillère à peau, c'est facile, hein, c'est à dire comme ça. Non, on a travaillé, franchement, ça veut dire, vous me voyez, les auditeurs, vous me voyez pas, mais c'est vrai que j'ai travaillé et on a travaillé avec les équipes jour et nuit, vacances, week-end, tout. C'est le travail. Voilà, donc on a travaillé ça avait du sens. Pour gagner moins, mais quand même pas pour couler la boîte. Voyez, pour sauver la boîte, parce qu'il fallait sauver l'entreprise. Voilà, donc on a fait feu de tout bois, on a aidé cette start-up et c'était super parce qu'en même temps on a aidé. Voyez, moi j'ai pas de rancœur, donc si vous voulez, j'ai dit il faut qu'on aide les Français. On est dans la panade avec cette pandémie. Comment on peut aider? Donc la solution hydroalcoolique, on a donné comme on a pu. Ensuite, on s'est occupé des tests et tant mieux parce que voilà, tester, c'est aussi éviter de contaminer les autres. Voilà, donc on a fait ça. Puis en faisant ça, on a aidé l'entreprise aussi à passer le cap. Voilà. Ah oui, complètement. C'est très clair. C'est très clair. On va arriver au bout parce que j'ai promis à Emeline qui gère tout ça de tenir le timing. Donc je vais essayer de pas trop dériver. On pourrait y passer, honnêtement, c'est passionnant et on pourrait y passer des heures. Aujourd'hui, comment vous faites pour progresser, pour apprendre des nouvelles choses, pour transmettre? Oula, alors... Déjà, est-ce que vous avez une morning routine? En ce moment, c'est une de mes grandes réflexions. Est-ce qu'il faudrait que j'ai une morning routine? Absolument. C'est vrai? Oui. Alors moi, j'en ai une très très bien rodée. Donc, mais bon, je vais peut-être vous faire peur. Hein. Donc, en fait, tous les matins, je me lève tôt. Week-end compris, vers 6h, 6h15, maxi 6h30. Je pars marcher.
Voilà, 30 minutes avec mon mari. Même si mon mari est pas là en déplacement, je pars marcher, mais je fais pas les mêmes chemins parce que j'ai un peu peureuse. Mais voilà, je pars marcher 30 minutes. Alors j'ai un bonnet même qui fait avec une lampe intégrée. C'est génial ça. Comme ça, même s'il fait nuit, je pars quand même marcher. Et c'est toute l'année ça? Toute l'année. Toute l'année, tous les jours. Qu'il vente, qu'il pleuve. Ah oui, bah s'il pleut, c'est pas un problème. Oui, tout à fait. Je mets un vêtement de pluie. Ensuite, je rentre, je fais du pilates pendant 10-15 minutes, étirement, pilates, etc. Et donc là, on arrive vers 7h10, 7h15. Je prends ma douche, etc. Et à 7h30, je suis prête. Je prends pas de petit déjeuner. Et éventuellement, bien sûr, un verre d'eau, quelques compléments alimentaires si jamais, magnésium, ou enfin, voilà. Et j'arrive au labo entre 7h30 et maximum 8h. Ok, donc, parfait. Enfin, déjà 6 heures pour moi c'est beaucoup trop tôt. Hein. Il y a un truc, voilà. Mais justement, alors dans la position de DG, comment on fait pour apprendre, continuer à apprendre comment on fait aussi pour ne pas être dans une tour d'ivoire? Ah, alors moi je suis quelqu'un de très connecté au terrain. En fait, j'adore aller sur le terrain. Et donc pour répondre à votre question, comment on fait pour progresser? Bah pour moi il y a deux choses, c'est la curiosité. Il faut être curieux. Et deuxième clé, faut sortir de sa zone de confort. Si on sort pas, en fait, je fais beaucoup de pilates, je fais beaucoup de sport, je fais aussi du VTT, du ski et tout. Si en pilates par exemple, si je fais 30 exercices, si je les fais tous les jours, bah même pas peur. 30, je peux les faire facile. Donc comme dit ma prof de pilates, et 2 de plus. C'est-à-dire faut toujours en faire 2 de plus ou changer d'exercice. Voilà, donc je fais le parallèle avec notre métier. Si on est dans la routine et qu'on fait tout le temps les mêmes choses, qu'on se confronte pas à des difficultés, qu'on se confronte pas aux autres et qu'on change pas de façon de faire, bah on va pas progresser. Donc voilà, donc moi je fais ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai accepté d'être coprésidente du club des ETI pour rencontrer d'autres dirigeants. C'est pour ça que j'accepte parfois d'être administratrice d'autres entreprises pour être confrontée à d'autres choses. Par exemple, là je suis administratrice de Mare Nostrum qui est une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire cotée en bourse qui fait que des ressources humaines, du portage salarial, de la formation, du recrutement et du travail temporaire. Ça me confronte à d'autres choses. Et puis heureusement que d'ailleurs j'ai accepté de faire ça. Là aussi j'ai eu du nez parce qu'avec les problématiques là de recrutement et de masse salariale, ça montre comment une entreprise comme ça peut aider et peut gérer les problèmes de ressources humaines en ce moment. Voilà, donc je sors de mon quotidien, je rencontre d'autres personnes, je vais sur le terrain. Là, vous voyez, je pars à Grenoble demain, je vais faire une journée de terrain. Donc, je vais sur le terrain demain soir participer à un événement RH qui s'appelle Horizon Up à Grenoble. Il y a 3000 personnes. Le lendemain matin, je vais sur le terrain voir des clients. Je vais voir 4 clients dans la journée. Après, je monte à Paris, je vais aller rencontrer une agence le soir de pub. Vous voyez, je sors de chez moi et je vais rencontrer d'autres personnes et discuter avec les autres pour voir comment ils font, etc. Pour moi, c'est des cadeaux de voir comment font les autres, des autres et s'enrichir des autres. Valérie, vous allez pas y couper. Voici les 7 dernières questions de la colle. Dites-nous, quel est votre mot préféré? C'est l'amour. Oh, c'est mignon. Ok, d'accord, l'amour. C'est l'amour de... L'amour, parce que je pense que l'amour guérit tout, enfin, et aide partout. Encore une fois, s'il faut, comme on dit, il faut toujours, même vos ennemis, il faut toujours donner un bol de riz à son ennemi. Et toujours aimer son ennemi. Voilà. C'était mon cas, hein. Enfin voilà, dans tout ce que j'ai traversé de difficile, les gens qui m'attaquent, les gens qui... je les aime quand même. Voilà. Et je les aime surtout. Bien sûr, et du coup, s'aimer soi aussi, travailler. Et c'est pas facile de s'aimer soi, de s'accepter soi. Et c'est aussi tout un chemin de vie et tout un travail sur soi. Voilà pourquoi. Ok. Et c'est juste comme ça. C'est une phrase de Mère Teresa qui dit: ne laisse personne venir à toi et repartir sans être plus heureux. J'aime beaucoup cette philosophie. Le mot que vous détestez. Alors, il y en a plein parce que c'est tous les mots qui commencent par con. Compliqué, compliance, concernant. Voilà. Ok, je comprends. D'accord.
le son ou le bruit que vous aimez? Ah, alors j'adore la musique et là je suis fan de ce qui m'apaise, c'est écouter Ludovico Einaudi. Ok, je connais pas. Una Mattina par exemple. Bah écoutez, voilà, vous le mettez, ça vous. Ok, je chercherai, je mettrai le lien. C'est un pianiste italien. D'accord, je mettrai le lien. Ah bah, je suis sûre que vous connaissez. Ok. Voilà, Una Mattina. Le son ou le bruit que vous détestez? Oh, il y en a que je déteste, mais ce que j'aime pas, c'est quand je suis chez moi, que je veux me reposer ou méditer, c'est les bruits de tondeuse, les chiens, le chien qui aboie sans cesse à côté de chez moi. Voilà, ça, j'ai besoin de calme et j'ai besoin de silence. Okay. Donc voilà. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Alors, j'en ai pas vraiment parce que j'adore je sais pas si vous connaissez les accords Toltec. Oui. Et j'essaie de les suivre. Et le premier accord, c'est une parole impeccable. Mmh. Donc ça, je l'ai beaucoup aussi enseigné à mes enfants, ce qui fait que dans la maison, il y a, franchement, je trouve qu'il y a toujours une parole impeccable. C'est rare quand il y a un juron, une insulte. Voilà. Alors, ça m'arrive, vous allez rire parce que je vous ai dit que j'aimais pas les mots qui commencent par con, mais en même temps, vraiment, le truc que je peux dire, c'est quel con. Voilà. Ouais, voilà. Mais c'est rare. Mais voilà. Donc, ça doit être. C'est un cri du cœur de temps en temps. C'est un cri du cœur. Mais à part ça, franchement, je le dis même à l'intérieur, je le dis pas à l'extérieur. Mais parce que je me dis, on n'a pas le droit de le dire, mais des fois, on a le droit de penser quand même. Oui. Donc voilà, ça peut m'arriver de dire ça. Ok, je prends. La citation que vous auriez aimé avoir prononcée? Ben, je pense que c'est celle qui dit « Je ne suis pas de celles et ceux qui redoutent l'avenir ». Je crois que c'est Simone Veil qui l'a dit. Ouais, je prends mes notes, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut pas redouter. Parce que je dis toujours, faut dire oui à ce qui arrive. J'aime bien. C'est une belle philosophie. Il y a une autre... Là aussi, alors moi je suis un fan de citations, etc. Et alors parfois ça tombe à côté, mais c'est un truc que je dis à mes étudiants qui est, je sais plus de qui c'est, qui dit l'avenir c'est pas ce qui va vous arriver, mais c'est ce que vous allez faire. Et c'est un peu dans cette même philosophie. C'est voilà, on accueille l'avenir. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Alors, elle m'a fait rire votre question parce que je me suis dit, moi, j'aimerais bien qu'il me parle maintenant plutôt qu'après ma mort parce que après ma mort, c'est un peu tard. Ouais. Et en fait, j'aimerais bien maintenant qu'il me dise comment aider le monde. D'accord. Parce que après ma mort, je sais pas trop à quoi ça va servir, en fait. C'est bien, c'est dans le ici et maintenant. Ici et maintenant. Et puis pour aider les autres, parce que si c'est pour me dire oh bah t'as été super, oh bah là t'as pas été bien. Oui, mais ça voudrait dire que j'ai le droit de revenir pour refaire mieux. Donc voilà, si je suis partie, je suis partie. Par contre là, je suis là. Donc voilà. Moi j'avoue message que au bon Dieu s'il nous écoute. Voilà. Mais je lui demande des fois. D'accord, ok. Un grand merci Valérie pour ce temps passé. C'est hyper intéressant et je le redis. J'aime bien cette image du capitaine dans la tempête et surtout qui tient la barre. Si on n'a pas parlé du cannabis thérapeutique. À un moment, mais bon, alors on fera un épisode là-dessus 100%. Oui, parce que c'est long, hein. Ouais, exactement. Mais c'est toute une aventure. Oui, j'imagine. Mais donc voilà, suivez les activités, les actualités de Boiron. Prenez vos granules tous les matins et tous les soirs. Et un grand merci Valérie. Merci à vous. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.